Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché boursier. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les scénarios pour cette année 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Luxavie, on rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qui est une plateforme d'assurance vie en ETF. Absolument. J'ai envie de vous poser une question toute simple. On est presque fin janvier. Depuis le début de l'année, le CAC 40 ne fait que progresser ou presque. On a une majorité de séances de hausse depuis le début de l'année. Est-ce que, du coup, on n'a plus besoin de gestion active et on peut même sortir des marchés et se dire que son année est faite, Régis? Ah, vous êtes taquin, hein. Si on avait la capacité à connaître l'avenir, je répondrais facilement, bah oui, il n'y a plus besoin de gestion active et restons investis ou alors sortons complètement. Mais le propre des marchés financiers, c'est de traiter la matière première qui est l'incertitude. Et donc je pense qu'il vaut mieux toujours avoir un pilote dans l'avion. Alors ce pilote, il faut savoir combien on le paye, il faut le payer en fonction des résultats qu'il obtient. Bien sûr. Mais voilà, je reste un fervent défenseur de la gestion active, mais en ETF. En ETF, Absolument. effectivement. En ETF, justement, si on regarde un petit peu ces marchés financiers qui, cette année 2023 qui s'ouvre, quels sont les scénarios, les scénarios que vous avez en tête, Régis Yankovici? Si on démarre de ce qui s'est passé en 2022, je crois que le point de basculement se situe au mois d'octobre. D'accord. Alors, au moment où des chiffres d'inflation qui n'étaient pas très bons sont publiés, les marchés financiers ont baissé dans la première partie de journée pour après repartir à la hausse. Et là, on s'est dit, c'est qu'il n'y a plus de vendeurs. C'est que, ça y est, le marché perçoit qu'on est de l'autre côté de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation va commencer à décroître. D'accord. Donc l'inflation n'est plus un danger pour les marchés à ce moment-là? Ou en tout cas, elle n'est plus perçue comme un danger? Exactement. On bascule dans un autre scénario de marché. Et je pense que c'est le scénario de marché qui va nous accompagner toute l'année 2023. D'accord. Et que si le maître mot de 2022, c'était stagflation, qui a fait baisser un peu durement pour beaucoup d'investisseurs les actions et les obligations en même temps, le maître mot de 2023, ça va être désinflation et sans doute désynchronisation des grandes économies mondiales. D'accord. Et ça, si on adhère à cette vision-là, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir globalement sur les marchés, qu'on devrait avoir une corrélation toujours positive, mais à la hausse entre les actions et les obligations. Le problème, c'est qu'on a mangé une partie du pain blanc dès le mois de janvier. En 20 jours, oui, c'est ça. Un peu moins. Ouais. Exactement. Alors, il y a quand même, je ne veux pas dresser un tableau idyllique parce qu'il y a quand même deux problèmes. Le premier problème, c'est les résultats des entreprises. L'année dernière, la baisse s'est faite sur une baisse de valorisation. Bien sûr. Les résultats n'ont pas été tellement révisés. Et c'est ce qu'on attend pour cette année. Alors, je pose la question et je fais la réponse. Allez-y, expliquez-nous. Oui. C'est qu'il est possible que le marché puisse fonctionner sur un seul moteur, qui est le moteur de la valorisation, parce que si on adhère à l'idée d'une désinflation, les valorisations doivent remonter. C'est en tout cas l'idée du moment. On achète d'ailleurs les marchés européens parce qu'on trouve que beaucoup d'actifs sont sous-valorisés et qu'on attend des valorisations supérieures. Exactement. Alors, pour l'achat des marchés européens, il y a aussi l'effet de change. Bien sûr. Oui. Mais globalement, sur les marchés, on a un moteur qui est la valorisation et les bénéfices devraient peser globalement sur les marchés. Mais il y a un grand mais, quand on regarde un peu l'histoire, moi j'adore regarder des moments de l'histoire des marchés pour essayer de trouver des périodes similaires. Et la période qui me paraît la plus similaire, c'est 1974, période où les marchés ont été totalement insensibles à la fin du cycle de hausse des taux de la Fed. Elle a commencé à baisser, les marchés ont continué à baisser pendant que les taux baissaient. D'accord. Mais les marchés ont remonté à la mi-74 parce que l'inflation s'est retournée. Quelques mois avant, dès que l'inflation s'est retournée, les marchés sont repartis à la hausse et ils ont progressé, si ma mémoire est bonne, de 65%. Et pendant ce temps-là, les bénéfices étaient sans cesse révisés à la baisse. Donc les marchés pour remonter n'ont pas eu besoin d'avoir des bénéfices. Voilà. D'accord, révisés à la hausse ou juste simplement maintenus. D'accord. Okay. Exactement. Et donc ça pourrait être le scénario de cette année. Alors, on ne fera pas 65% de hausse depuis les points bas parce que la baisse avait été beaucoup plus importante fin 73, début 74. Mais 2 tiers à 3 quarts de la hausse, 2 tiers à 3 quarts de la baisse avaient été rattrapés dans le rebond de la fin 74. Donc je pense qu'on est dans ce scénario-là, qu'il y a un autre obstacle, c'est que ça ne va pas plaire à la Fed.
et que la Bien Fed- sûr, c'est effectivement ce qu'on peut lire à droite à gauche. Oui. Et si l'économie résistait trop, et si parce qu'il y a un terme qu'on n'a pas encore prononcé, mais c'est celui de la croissance notamment. On a entendu pendant tout 2022 qu'on allait vers des épisodes récessifs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et si finalement les économies résistaient bien, est-ce que les banques centrales ne serreraient pas un tout petit peu plus la vis? Alors, ma crainte, elle est même si les économies ne surprennent pas positivement, les banques centrales serrent la vis. D'accord. En maintenant un discours, oui, mais il y a quand même un risque inflationniste, oui, mais le marché de l'emploi est encore trop solide à mon goût. Et à chaque fois qu'on va avoir ce moment de hiatus entre l'anticipation de fort ralentissement, voire de récession, et donc de pivot de la Fed, et une Fed qui malgré tout va rester, pardon pour le terme, hawkish, c'est là que les marchés baisseront. D'accord. On corrigera et on pourrait avoir une période à la 2022, c'est-à-dire de remonter les taux, de baisse des actions pendant quelques temps, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois. Mais voilà, le panorama global de l'année, je crois que c'est de la désinflation. Alors, Régis Jancovici, donc vous l'avez dit, vous êtes passionné et spécialisé sur les ETF. Dans quoi est-ce qu'on oriente ces investissements cette année? On entend que c'est le retour des valeurs cycliques, mais on entend aussi qu'il ne faut pas oublier les valeurs de croissance. Est-ce qu'il y a des thématiques qui se dégagent? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, avant de donner quelques idées d'investissement, il faut évidemment adhérer à ce scénario. D'accord, C'est vraiment la pierre angulaire des idées d'investissement, c'est ce scénario. La première chose, peut-être, c'est de dire que le dollar doit baisser. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que même lorsqu'il y a des discours, il y en a eu encore il y a une semaine, de membres de la Fed très hawkish, le dollar n'a pas progressé. Bien sûr. Le dollar a continué de baisser. C'est donc qu'on a atteint un seuil où le marché pense que la Fed est en train de se tromper quelque part. Et donc, si le dollar doit baisser, alors je crois qu'il faut avoir de l'or en portefeuille. Parce que l'or a été un peu une oubliée depuis plusieurs années. Alors c'est vrai que ça démarre un peu assez fort cette année, mais voilà, il y a sans doute un retard à rattraper. De l'or via des ETF, évidemment. De l'or via des ETF ou des ETC. D'accord. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de la différence entre les deux, mais en tout cas une exposition aurifère. Ça, D'accord, c'est certain. Il y a un autre thème. En fait, il y a deux thèmes, et puis vous allez voir qu'il y en a un troisième, mais qui est la confluence des deux. C'est la réouverture de la Chine. Bien sûr, on n'en a pas parlé encore, oui, complètement. Alors, évidemment, alors est-ce que tout le monde en parle? Est-ce que ça veut dire que c'est joué? Je ne crois pas. Je crois qu'on a beaucoup dégradé et les valorisations et les résultats, et qu'on peut avoir de nouveau des améliorations sur les deux. Et donc c'est deux moteurs ultra puissants pour les bourses. L'indice MSCI China, je trouve, est un bon indice parce qu'il est assez diversifié. D'accord. Il y a un autre thème qui m'intéresse, c'est que si les taux doivent rebaisser, alors les actions qui donnent des dividendes élevés vont être recherchées. D'accord. Et donc, il faut aller chercher les dividendes. Absolument. Et il y a des ETF spécialisés sur un peu toutes les zones géographiques. Et pour notre part, on a construit une stratégie là qu'on vient de lancer le 1er janvier qui a un rendement de plus de 8%. Donc c'est sympathique. Depuis 20 jours. Pas une performance. Ah oui, un rendement, d'accord. Un rendement en lien avec les dividendes. En lien avec les dividendes versés par les entreprises. D'accord. Oui, ok. La performance, c'est pas très intéressant, mais 4 ou 5%. Et au carrefour de la réouverture de la Chine et des dividendes, je crois que le secteur pétrolier est attractif. D'accord. Il a beaucoup monté les 2 dernières années. Il a tellement été massacré pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, qu'il y a, à mon avis, de belles histoires encore à raconter sur le secteur. Alors je sais que c'est pas très... ESG. C'est pas très ESG, c'est pas politiquement correct de parler de ce secteur-là. Et ben, c'est pour ça que j'en parle 2 fois plus. Mais vous voulez dire qu'en termes de performance boursière, il y a encore des choses à faire sur ce secteur? Mais oui, parce que les boîtes, elles ont arrêté d'investir dans le développement du pétrole. Je vais vous donner le chiffre que j'ai là, c'est qu'on a 60% de forage en moins qu'en 2014, année à peu près où on était dans les $100 au niveau du pétrole. D'accord. Donc les sociétés ont arrêté de chercher du pétrole parce que elles ont commis des excès les années passées. Dès que les cours montaient, ils dépensaient à tout va. Les actionnaires ont dit quand même il faut un peu nous rendre de l'argent et montrer votre rentabilité. Les fonds ESG sont sortis de toutes ces valeurs-là. Donc ils ont serré la ceinture. Serrer la ceinture, ça veut dire que du côté de l'offre, on est très 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 en retard. Et du côté de la demande, la Chine est en train de se réouvrir. Avant le Covid, la Chine, c'était 13 millions de barils jour d'importation. Aujourd'hui, on est à 9.
il y a un rattrapage à faire. Voilà, il y a un rattrapage. Et vous savez bien, enfin, sans doute, que chaque décennie a connu sa bulle. Bien sûr, ouais. Les années 2000, les TMT, les années 2010, l'immobilier américain. Je pense qu'on sort de la bulle des FAMA, des FANG, on les appelle, je sais plus le dernier terme. Des sociétés technologiques J'arrive chinoises, pas à voilà. suivre. Oui. Non, américaines. Américaines, pardon. Ah, vous parlez des GAFA. Des GAFA. Des GAFAM, bien Oui, sûr, oui, d'accord. On a Oui, fini c'est vrai. de gonfler C'est la bulle vrai, depuis un an. Quelle va être la bulle des années 2020-2030 ? Je pense que l'énergie est un bon candidat. On Voilà. s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup, Régis Jancovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavi. Merci beaucoup. Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.